Détestée par certaines femmes, souvent tolérée, des fois aussi appréciée. Elle fait partie de nos cultures, elle est autorisée par la religion. On parle souvent de ses avantages dans la société africaine. Bienvenue sur le Reflet Diaspora. Vous avez bien compris, il s'agit de la polygamie. 2 jours chez la première, 2 jours chez la deuxième. C'est cette vision qu'on a de la polygamie en Afrique. Mais qu'en est-il si par exemple la première épouse se trouve en Europe et la deuxième en Afrique? Comment se passe la vie de couple? Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Seydou Dafé, qui est sociologue, et Mme Madaga Bagayogo, qui est présidente de l'association L'Unisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je vais m'adresser à vous, M. Dafé. Quand est-ce qu'on peut parler de polygamie? On peut parler de polygamie quand un homme est marié à plusieurs femmes. Et là, il faut vraiment contextualiser la polygamie telle que nous l'avons vue en Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait la nécessité de faire beaucoup d'enfants. Donc, ça va nous faire comprendre après que, bon, la femme étant source de la vie, déjà, et voilà, on va prendre beaucoup de femmes. Et ça se passait dans un contexte global, avec la civilisation de l'agriculture, énergie humaine et tout. Donc on avait besoin de tout ça pour produire, donc pour vivre, ok? Donc c'est dans ce contexte historique qu'il va y avoir de la polygamie. Et ça fait du sens. C'était vraiment cohérent avec l'ensemble des institutions de la société. Voilà, en ce qui concerne la polygamie en France, c'est une question de rencontre aussi de civilisation. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'ils vont s'adapter? On va parler de ça aussi. Parce qu'il y a une jurisprudence au Mali pour ceux qui viennent en France et qui laissent des femmes là-bas. Parce que ça aussi, ça pose des problèmes. À la fois à la femme et à la fois à l'homme. Donc aujourd'hui, cette adaptation va donner un désagrément aussi des deux côtés. Voilà. Donc c'est un système qui est évolutif, en tout cas pour moi. Qu'est-ce qui pousse les hommes d'Europe à s'engager dans la polygamie? Ça, c'est assez spécifique. Ça fait que ceux qui viennent à l'immigration, voilà, c'est-à-dire que la loi sur le regroupement familial, c'est pas longtemps. Ceux qui viennent travailler peuvent fonder des familles. Il y a la famille européenne, c'est la famille européenne, c'est ce qu'ils reconnaissent dans la loi. Mais il y a aussi notre histoire, il y a aussi notre culture, où l'homme se dit, non seulement c'est permis, et puis il y a multiples situations. Il y a des gens il y a les mamans qui vont, tu vas marier ta première femme, moi je vais te donner la deuxième. Tu vas souvent la première femme. C'est culturel. Vous venez de soulever juste un point en disant que oui, au début, avant le regroupement familial, les hommes venaient ici, laisser la première femme ici au pays, ce qui peut être l'une des raisons de la polygamie. Mais en fait, vous ne pensez pas que c'est quand même une situation qui n'est pas équilibrée? Non. Quand tu vois ça du point de vue de la femme, c'est pas équilibré. Tout à fait. Bon, parce que là, on oublie très souvent, quand on évoque ces choses-là, on oublie le passé de la société. Ça c'est vrai, mais ça n'explique pas au fond des raisons qui poussent un homme à se retrouver dans une situation de polygame. En France, ici? Oui. Parce qu'en fait, l'isolement, nous, on n'est pas habitués à l'isolement. Hommes africains, femmes africaines, on n'est pas habitués à l'isolement. Dans les années 70, ce qu'on a constaté ici, c'est la dépression. Tu vois, on n'est pas habitué, culturellement, on n'est pas habitué à être seul. On a constaté même des suicides. Des suicides, ici, au niveau des... ça ne te passe pas chez nous. Tu n'as jamais envie de suicider, parce qu'il y a toujours une occasion de parler. Tu vois, donc, il y a tout ça, et puis il y a d'autres aspects qui vont amener ceux qui décident de faire face à la situation. Et Mme Bagayogo, selon vous, qu'est-ce qui pousse les hommes africains qui sont en Europe ici à se mettre en situation de polygamie? Très bien, Mariam. Avant, quand les hommes venaient en aventure en Europe ici, la famille leur donne déjà, avant de partir en aventure, on les oblige de prendre une femme avant de quitter. Que ce soit leur choix ou pas leur choix. En tout cas, certaines familles, la plupart, c'était des conditions. Ils se marient avec cette femme. Voilà. Donc, ils laissent cette femme dans la famille, ils viennent ici en aventure. Et arrivé à un moment donné, comme tout le monde sait,
Les hommes ne peuvent pas rester quand même très très longtemps non plus, toute seule aussi, sans une femme. Ouais. Soit ils prennent une femme ici, ça s'est trouvé qu'il y en avait déjà une femme là-bas au pays. Soit tu fais venir la première femme ici, et la maman que tu as laissée là-bas, elle va t'obliger de prendre une seconde femme pour rester auprès d'elle et l'aider. Voilà. Certaines personnes, c'est par plaisir. D'autres personnes, c'est pour les enfants, dans notre milieu déjà. Donc, moi, je pense revient à l'historique, comme M. Daffé vient de le souligner. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces facultés peuvent pousser vraiment les hommes africains d'être polygames. Si on fait référence à l'ancienne vision de la polygamie et à l'actuelle situation de la polygamie, les hommes qui sont en Europe ici, qui passent par exemple 10 ans, qui passent 10 mois, 11 mois avec une première épouse ici, et ils vont retourner juste sur une année, 2 mois ou 3 mois avec la seconde. Mais dans ces conditions-là, on ne peut pas parler d'équité, ou bien? Non, on ne peut pas parler d'équité. Moi, j'ai fait cette enquête-là au pays Soninké dans les années 90, bon, disons 97, il y a une jurisprudence. Parce que c'est très compliqué. C'est ça. Bon, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, la femme, elle t'attend. Et souvent, la femme, elle tombe enceinte. Il faut s'attendre à quoi? Tout le monde n'est pas la mère de Jésus, quoi. Bon, ça, on comprend. Donc, tu vas voir que quand une femme vient dans une famille, ben écoute, je ne dirais pas c'est un bien familial, parce qu'il y a le lévira, ni Sarah, donc il y avait tout ce mécanisme, parce que là, on ne sait pas, on a perdu ici, on est devenu rigidiquement, je crois. Sinon, il y a la loi et il y a la négociation entre les gens. C'est quand ça se complique que la loi tranche. Moi, samedi dernier, je causais avec quelqu'un, il a été marié une deuxième femme, mais avant qu'il ne revienne, la femme a été voir les machins, les assistances sociales. On a changé les papiers de la maison, et tout, il est dans la merde complète. Et à cause de ça, tu vas retrouver beaucoup d'hommes aujourd'hui. Oui, mais après, moi, j'aimerais quand même bien souligner quelque chose. On est en Europe ici, on est dans un pays de droit, de loi, et une femme ne peut pas se lever si les choses sont légales et que, par exemple, sur un bail, il y a le nom de l'homme, le nom de la femme. La femme ne peut pas se lever du jour au lendemain alors qu'elle n'a pas de preuves pour aller changer les documents de la maison pour empêcher l'homme de mettre les pieds dans la maison. Non, mais là, il y a quand même des choses. Moi, parce que j'en ai entendu depuis 40 ans que je suis en France. Madame Bagayo, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'équité entre les épouses dans un foyer polygame, dans ces situations-là? Maria, en sortant, si je me fais assassiner, ce sera... Le problème, Maria, mais entre l'épouse de France et l'épouse de l'Afrique ne peut jamais être équitable. Il ne faut pas concevoir la face. Que ce soit économiquement, que ce soit autre, c'est jamais équitable. Les femmes qui vivent ici, comme tout le monde sait, les revenus ici sont communs. Chaque dépense, toute chose ici, c'est calculé en fonction des revenus de couple. Déjà. Et la plupart du temps, les dépenses de la maison sont partagées. Il y a peu d'hommes ici, peu d'hommes maliens qui prennent la charge du foyer, même à 60% sans la femme. En général, c'est 50-50. Ou sinon, l'homme paie le loyer, la femme fait les courses de la maison. En général. OK. Celle qui est en Afrique, forcément, le mari va prendre en charge. 100%. C'est besoin avant d'avoir des enfants. Une fois que les enfants ils sont là, c'est autre chose. Mais est-ce que cette situation n'expose pas ou bien n'instaure pas une certaine incompréhension dans le couple, en fait, de rivalité entre les épouses? Mais forcément, Mariam, forcément. Parce qu'avant d'aller prendre une deuxième femme, il faut voir le pour et le contre. Une fois que tu décides d'avoir une deuxième femme, il ne faut pas que ça change déjà une vie que tu avais déjà avec la première ici déjà. Il faut préserver. Une fois que tu décides de prendre une seconde femme au pays, il faut assumer.
et avec un seul revenu. Comment? Oui, c'est pas évident. Très souvent, on voit les hommes qui coupent tout à la maison, ou bien qui sont capables même de prendre l'argent de la famille pour aller prendre soin de l'épouse. Mais moi, je parle d'une idée qui est très claire. Quand les gens veulent s'entendre, ils s'entendent. C'est qu'analphabète ou quand les gens veulent s'entendre, ils s'entendent. Mais en déprimant de l'autre. Voilà, nécessairement, quand on parle sur les sentiments, on oublie les faits. Les faits tels qu'ils se posent. On est dans le cadre du mariage occidental, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire un prêt. On travaille ensemble. On va faire quoi? On va faire les enfants. On va faire quoi? Il y a le projet de vie. Ok? Après le projet de vie, il y a le projet professionnel. Il y a beaucoup de couples ici, parce qu'ils ont le prêt de la maison, parce qu'ils ont le prêt de la voiture. Oui. Donc ils ne vont pas divorcer, personne n'a intérêt à divorcer. Ok? On va te dire, il ne faut pas aller dans ça. Quand la femme africaine vient en France, voilà, elle est en bien commun, tout. Voilà, il faut se poser des questions. Moi, je connais des cas où le gars prend à 100%. Et ça, je crois. La bonne femme, elle travaille. Et au Mali, on téléphone. Non, ne te laisse pas faire. Parce que la famille aussi a des besoins. Et généralement, c'est par le téléphone. Non, mais attendez, madame, je finis avec ce raisonnement parce que vous avez dit des choses. Moi aussi, je constate des choses. Ok? La famille aussi qui est là. Oui. Alors, nous aussi, on a besoin. On ne t'a pas envoyé là-bas pour que tu travailles pour lui. Non, mais ça, c'est une réalité, madame. C'est une réalité. Voilà. J'ai connu d'autres situations. Une autre fois, un autre couple, non, M. Daffé. Non, moi, je suis parfaitement d'accord. En fait, je pense qu'il y a des cas. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Attends que je finisse. Voilà, moi, j'ai compris. Voilà, on ne prend pas les... Ok, monsieur Daffé, on va la laisser terminer de dire ce qu'elle avait à dire. Au niveau des gestions, moi, je connais un couple. Le monsieur, il a dit à sa femme, il n'a pas caché, il a dit à la femme, vraiment, je vais prendre une deuxième femme au pays. La femme, elle a demandé pourquoi, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que je t'ai fait. Le gars, il a dit non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait. Mais quand je vais partir au pays, la maison est prête, il y a tout là-bas, il n'y a personne pour me faire la cuisine, il n'y a personne pour s'occuper de moi. La femme, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu prends une femme là-bas, il n'y a pas de problème. Mais à condition que rien ne change de notre vie ici. Compliqué. Obligé, ça va changer quelque chose. Bah, le monsieur, il a accepté. La femme, elle a dit, tu acceptes. À condition, encore une deuxième condition, tu me laisses la gestion par mois. Moi, je gère tout à la maison, avec ton argent, avec ce qui est partagé ici. Ce qui va te rester, tu t'occupes de ta femme là-bas. Tu te débrouilles avec ça. Ça. Il a accepté. Le monsieur, il a accepté. Sauf au final, au bout de même pas une année de mariage, ben, le monsieur, il a révolté. Il a dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il ne peut pas. Donc, il a changé. La dame aussi, elle s'est dit, maintenant, le monsieur l'a dit maintenant, malgré que le monsieur, il paye les loyers, la dame est payée les restants de courses à la maison. Le monsieur, il s'est dit à la femme, maintenant, les dépenses sont trop pour moi. Parce que la femme, elle a eu 2 enfants là-bas au pays et tout ça. Au bout d'une année, elle a eu un enfant. Donc, forcément, les choses, ça va changer. Mais déjà, ce côté-là, je vais vous couper, Madame Bagayoko, ce côté-là, je pense que déjà, un homme qui se trouve dans cette situation n'est pas capable d'épouser une seconde épouse. Il faut se dire la vérité. Parce que tout ce que ce soit la religion, la culture, qui nous pousse à se retrouver dans une situation de polygamie, il faut que tu subviennes aux besoins de tes 2 épouses. Mais si tu ne peux pas, donc ça veut dire que tu n'es pas capable, toi tu fais pas partie. Oui, parce qu'il y avait une équité dans la tradition. Dans l'islam, il y a une équité. Ok? Dans toutes les religions, il y a une équité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous traînons avec une mentalité africaine qui est complètement dépassée. Non, qui est complètement dépassée. Parce que la maman est là. Ok? Je suis d'accord. Si tu prends la femme que tu aimes, et tu prends ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a ta cousine aussi qui t'a été donnée depuis sa naissance.
vous avez construit ensemble à Bamako, parce que vous êtes un couple, vous direz votre machin. La maman est là. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je pense que M. Daffé, il y a quelque chose aussi qu'on doit souligner. Mais oui. On n'épouse pas une femme pour la laisser auprès de ses parents. Je pense que cette mentalité-là, ça doit changer voilà, au sein de la société africaine. Moi, j'ai voulu toucher. Voilà. Le grand problème aujourd'hui. C'est ça. À la fois de l'Afrique principalement. Parce que nous, on est de la tradition. OK? On est musulmans. En plus, on est européens. On fait quoi avec ça? On peut pas aller à la fois. Puisqu'on ne peut pas apporter le truc. Mais l'équité, quand le marabout te lit, ce qu'il y a entre l'équité, je crois que personne ne va marier une deuxième femme. Justement. Avant de continuer cette discussion, je vais vous demander de suivre l'intervention de Maître Tidjani Guindo, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris et qui nous parle ici de ce que la justice française dit sur la polygamie. C'est le fait de se marier civilement, c'est-à-dire devant un officier d'état civil, autrement dit devant la mairie, avec une femme, et de revenir plus tard vouloir célébrer un autre mariage avec une autre femme. C'est cela qui est interdit. Alors, c'est le code pénal qui a prévu des sanctions contre ceux qui, malgré tout, vont essayer d'enfreindre la loi. C'est l'article 433-20, puni d'un an d'emprisonnement. En réalité, dans la pratique, c'est rare que les sanctions tombent en la matière. C'est très rare. L'annulation du deuxième mariage, c'est la sanction la plus courante. La loi française reconnaît que la seconde femme puisse hériter. Donc, même si le mariage n'est pas reconnu ou peut être dissous par la loi, il y a ce qu'on appelle évidemment la polygamie de fait. Alors, la polygamie de fait concerne les gens qui sont mariés civilement, mais qui n'ont pas fait un deuxième mariage civil, mais qui évidemment vivent avec une deuxième femme, on va dire une épouse, soit par un mariage religieux ou coutumier, et qui de ce fait se retrouvent dans une situation de polygamie de fait. Alors, vous savez que côté, par rapport, disons, un peu à la culture française, on n'a pas de concubinage en la matière. Donc, la concubine hérite. Vous savez que le testament prime toujours. Donc, il serait toujours bon de prévoir un testament pour pouvoir organiser son héritage. Le problème, c'est que beaucoup ne le font pas. Donc, si ce n'est pas fait, évidemment, c'est la loi même qui a prévu, évidemment, que la personne puisse hériter. Le problème, évidemment, il y a une question de preuve. C'est pour ça que si cette deuxième femme a des enfants, c'est beaucoup plus facile. Puisque ces enfants, évidemment, le mari va les reconnaître avant. Ça aussi, c'est un détail à savoir. Vous savez, par exemple, quand on est en Afrique, souvent, on néglige ce côté-là, c'est-à-dire on va établir juste un acte de naissance concernant l'enfant avec le nom du père. Et on va dire, oui, c'est mon enfant, d'ailleurs, sur l'acte de naissance, c'est mon nom. Ça ne suffit pas. Il faut en outre faire un acte de reconnaissance. Il faut reconnaître l'enfant. C'est cet acte de reconnaissance qui donne la valeur juridique à l'acte de naissance et qui donne la valeur juridique à l'enfant lui-même, en tant qu'enfant, disons, du père. À partir de là, cet enfant peut hériter, tout comme les enfants nés dans le mariage. Des retours sur ce plateau, je vais demander aux invités de réagir par rapport à ce que Maître Guindo vient de dire. Monsieur Daffé. Le grand problème, c'est que le mariage, aujourd'hui, tel que nous l'avons pensé, tel que nos parents l'ont fait, n'est plus adapté à la situation actuelle. On a beau faire 1000 lois, voilà, les gens vont se débrouiller à faire des choses
à contourner les lois, à faire n'importe quoi. Ça, je suis. Mais quand tu fais le n'importe quoi aussi, il faut avoir le courage. Non, assumer, dire j'ai fait ça. C'est ma décision. Moi, je crois qu'on est arrivé à un niveau où il faut inventer une autre forme de relation qui puisse satisfaire tout le monde. Maintenant, les choses sont évoluées. C'est mieux pour préserver celle qui est là-bas aussi, d'établir un testament déjà. Ça, c'est de 1. De 2, les biens qui est là-bas déjà, au pays déjà, par la loi, la deuxième femme va bénéficier. Ces enfants, ils vont bénéficier. Tout à fait. Actuellement, j'ai vu plusieurs cas. Mais ce qui concerne des pensions ou autres ici, ben c'est sûr que la deuxième femme n'a pas sa part. Elle n'aura pas sa part. À condition qu'elle prouve vraiment qu'il y avait une relation. Voilà. Ça dépend de la conscience et la responsabilité de chacun. Que ce soit le mari, que ce soit la première femme, que ce soit même celle qui est là-bas aussi. Parce que celle qui est là-bas aussi, ne vous en faites pas. Nous qui est ici, on croit toujours que celle qui est là-bas, qu'elle est perdante. Madame, je te confirme que c'est nous qui est perdant. Oui, tout à fait. C'est nous qui est perdant ici. Parce que pourquoi on est perdant ici? Parce que nous, on s'est sacrifie toujours pour préserver l'avenir au retour. Souvent, nous les femmes, on aide les maris à préparer les retours. Quand on va partir, on va le où déjà? Nous les femmes. Pendant ces temps-là, le bien qu'on a fait là-bas, la deuxième femme qui se trouve sur place, qu'est-ce qu'elle a contribué? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? La maison qui est déjà là-dedans, le bien qui est déjà au pays là-bas, que les femmes qui sont ici, qu'on a préparé avec le conjoint, l'avenir de nos enfants, nos retours là-bas, il faut partager avec la deuxième qui se trouve là-bas, qui n'a même pas, elle ne sait même pas à quel moment on a acheté les terrains, elle ne sait même pas comment on a fait pour construire. Nous les femmes, on va, là, on va faire nos ménages, on revient, on participe dès la maison, le foyer, on s'occupe des mariés en même temps, on fait nos paris là, on fait nos tontines, on fait nos trucs et tout ça, on prend cet argent-là d'aller investir là-bas. Au nom de monsieur et madame. Et au retour, on a quoi? C'est ça. Moi, ce que je peux dire, c'est les deux fois, et c'est très très difficile. Celle qui est là-bas et nous qui est ici, qu'on soit la complice. Oui. La complicité. Une complicité que chacun reconnaisse. Mais c'est très très difficile. Mais comment? Et pendant ce temps-là, et l'autre il est en train de courir entre les marabouts, entre le courir là, entre les trucs là, pour essayer vraiment de... Parce que pour elle, dans sa tête déjà, la première femme qui est en France, qui est ici déjà en France avec les maris, pour elle déjà, c'est nous qui sommes en train de prendre tout l'argent du monsieur. Il y a la famille de monsieur. Qui est sur nos dos pour dire que oui, on se devait à gérer là. C'est la première femme qui gère le monsieur avec son argent. Or que Dieu se le sait. Après tout ça, qu'est-ce qui peut être les conséquences sur les enfants et des deux familles, des deux femmes en fait? Oui, les conséquences sont terribles. Tout le monde est perdant. Et les enfants un peu plus. Quand tu n'as pas une éducation, ça veut dire, c'est les parents qui donnent ce que moi j'appelle sous-battement éducatif, c'est ce qui te permet d'immerger dans la vie. On voit aujourd'hui les conséquences sur les enfants. Sur les enfants, oui. Bon, moi, j'ai notre esprit vraiment. Le divorce n'est pas fatalité. C'est pas fatalité. C'est pas une fatalité. Comme dit Oumou Diarra, je t'aime quand Koroni. Je m'aime quand Koroni, je t'aime. Voilà. Donc, dans la vie, toute relation, si ça va pas, moi, je pense que c'est pas la peine de t'étouffer. Quand ça va pas, on s'efforce de rester ensemble pour le bien des enfants. Mais est-ce que réellement, est-ce que ça fait du bien aux enfants? Aux enfants. Est-ce que c'est pas mieux au moins de mettre les distances entre vous et tous les deux, en tant que parents, de prendre vos responsabilités, de couvrir ces enfants-là vraiment en amour, de mettre vos haines de côté. Mais la plupart, Mariam, 99%, virgule. Un homme malien, je ne connais pas les autres pays, mais je connais les milieux maliens. Un homme malien, quand il s'agit de séparation, de divorce, vous devenez les ennemis. Oui, mais je pense que c'est l'ego. Vous devenez les ennemis jusqu'à qu'on se serve de nos propres enfants. On arrive vers la fin de cette émission. Je vais vous demander, Monsieur Daffé, votre mot de la fin. On va essayer de changer quoi. Voilà. Femme ainsi comme. Voilà. On va essayer. Voilà.
Madame Maïlo. Bien. Je rejoins ce que M. Daffé a dit. C'est l'intérêt des enfants qui passe avant tout. Qu'il faut préserver. Il faut préserver. Et ce que je peux encore rajouter les femmes qui sont là-bas et nous qui est ici, qu'on essaie vraiment de se comprendre aussi. D'être solidaire. D'être solidaire. Merci le mot. Du moment que l'effet est là, qu'on joue à l'intelligence, qu'on essaie d'être solidaire pour le bien-être de nos enfants. Une femme peut demander à son mari de prendre une deuxième femme, par exemple. Oui, ça arrive. Ça arrive. Quand je dis souvent, la première n'a pas son mot à dire. Voilà. Mais des fois, elle est consentante. Ça dépend des gens, ça dépend des personnalités. Ça dépend pourquoi aussi. Voilà. Quand la femme elle a des problèmes, peut-être, ça peut être des enfants, peut-être la première femme elle a des difficultés pour faire des enfants. La femme peut conseiller le mari de prendre une deuxième. Oui, mais il y a des femmes même qui aiment être dans un foyer, qui aiment être dans un foyer. Je l'ai bien annoncé au début de l'émission. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Moi, je préfère que mon mari il a une deuxième femme que de savoir que mon mari il a 10 maîtresses dehors. Qu'il a des collections dehors. Ça, c'est une autre question. C'est un débat, ça. Oui, tout à fait. Merci, chers invités, d'être présents sur ce plateau avec moi. C'était tout pour le Reflet Diaspora d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.